C'est le procureur, c'est la justice qui applique les sanctions. Parce qu'il veut savoir, est-ce que cette décision de contrôler maintenant la gestion des déchets par le tribunal, est-ce que c'est venant de vous ou bien c'est le tribunal qui a pris sa décision seul pour gérer au mieux les déchets dans la ville de Cotonou? Non, le procureur n'a pas dit qu'il veut contrôler la gestion des déchets. Bon, enfin, il veut quand même sanctionner. Oui, la gestion des déchets. Vous comprenez très bien la question, mais vous voulez non, pas non, 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 non. On va pas faire un débat avec ça, monsieur le DST. Vous savez. Attendez. Si vous permettez une précision. Non, vous permettez, monsieur Haïtié, vous permettez, je rappelle que vous êtes le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou. On va poursuivre le débat tout à l'heure. Une chose est certaine, les déchets ont toujours fait peur à tous les élus locaux. Ils n'aiment pas ça. Bon, on va parler de ça, on va en discuter. Ce n'est pas seulement à la mairie de Cotonou, c'est dans toutes les communes, un peu partout dans le monde entier d'ailleurs. Il est déjà l'heure pour le bulletin. On va suivre le bulletin d'information et on se retrouve juste après pour poursuivre cet entretien. À tout à l'heure. Oui, il est déjà 7 h par ici, c'est l'heure du bulletin d'information, une présentation de Awa Sherif. Bonjour Awa. Bonjour Ricardo, bonjour Serge Senandé Ayaka. Bonjour Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est le bulletin d'information qu'on démarre par la politique. Les coordinations communales de campagne CCC et les coordinations communales d'arrondissement du littoral adhèrent au bloc progressiste. Elles l'ont exprimé ce week-end lors d'un géant meeting au stade de l'Amitié à Cotonou. Écoutons la déclaration d'adhésion présentée par le porte-parole du mouvement. Il est au micro de Jérôme Humbo. Ici même, dans la commune du littoral, en 2016, nos jeunes des différentes coordinations communales d'arrondissement, de quartier, de Cotonou, du candidat Patrice Talon, devenu aujourd'hui président de la République, étions déjà prêts à consentir ce sacrifice afin que notre pays se révèle à lui-même et puisse se révéler au monde entier. Loin de simples déclarations d'intention, vous avions tous ensemble, disais donc, mouillé le maillot. Nous l'avions fait au risque de nos vies. Nous avions fait la promotion de notre candidat aux élections présidentielles de 2016. Ils ont été surpris et désabusés. Ils ne s'y attendaient pas. Nous leur avons arraché le pouvoir. Nous allons le réitérer. Nous allons le réitérer très prochainement en conservant le pouvoir pour encore un nouveau mandat. Mais avant cela, nous devons nous organiser comme le stipule la nouvelle loi sur le système partisan. Notre soutien et notre admiration pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, sont donc restés sans faille depuis lors et ne porteront jamais de rides. Nous voulons profiter de ces canaux pour réitérer notre soutien indéfectible à sa politique de réforme profonde dans tous les secteurs d'activité du pays. Et parlant justement de la réforme du système partisan, nous tous ici présents, à cette assise, à ce congrès, membres des coordinations communales de campagne, CCC, membres des coordinations de campagne d'arrondissement, CCA du littoral, décidons solennellement d'adhérer au bloc progressiste qui accompagne notre leader charismatique, le président Patrice Talon. Nous nous engageons ici et dès maintenant à travailler la main dans la main avec l'ensemble des forces politiques membres de ce bloc pour l'atteinte de nos objectifs fixés pour le développement harmonieux de notre pays. On reste toujours en politique. 35 partis et mouvements adhèrent également au bloc républicain. La décision de cette adhésion massive a été annoncée dimanche 11 novembre 2018 au cours d'un congrès extraordinaire de l'UND tenu à Bomekalavi. On retrouve Nicanor Corvi pour plus de précisions. Des démocrates chez les républicains ou de l'art de la démocratie béninoise dans toute sa singularité. L'UND, Union nationale démocrate, convole en juste noces avec le bloc républicain et le cercle de congressistes applaudit à grands cris. À l'issue des débats,
Les congressistes se sont félicités du succès des travaux dont les grandes décisions ci-après. 1. L'Union nationale démocrate réaffirme son appartenance à la mouvance présidentielle. 2. L'Union nationale démocrate réaffirme son soutien au gouvernement et aux réformes engagées par le président Patrice Talon pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. 3. L'Union nationale démocrate confirme son adhésion pleine et entière au bloc républicain. L'UND, c'est 35 partis et mouvements politiques en un. Avec cette adhésion au bloc républicain, c'est une armada politique qui vient nourrir la puissance de frappe du dit bloc. Les acteurs de cette décision s'en félicitent. J'appelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les militants ici présents, chers amis, je vous demande de vous armer de courage et de prendre vos bâtons de pèlerin pour sillonner les quartiers, les arrondissements et les rues pour annoncer la bonne nouvelle. Le républicain sera la base et le parti fort sur lequel va désormais se développer notre pays, le Bénin. Et au président de la coalition nationale de l'UND d'y aller de sa prophétie. Le bloc républicain qui sera très bientôt le plus grand parti du Bénin, le plus grand parti politique du Bénin, je le répète, desquels sortiront la majorité de tous les députés, la majorité du gouvernement, la majorité des conseillers communaux, des élus locaux et même les futurs présidents de la République viendront du bloc républicain. UND bloc républicain, le mariage est désormais acté. Les enfants issus de ces noces sont annoncés pour les législatives prochaines. Première épreuve de vérité déjà pour cette union démocratiquement républicaine. Et on ne change pas de registre. Le bloc progressiste se consolide dans la 6e circonscription électorale. Ce week-end a connu l'adhésion de la coalition des forces politiques à Fosogbe. La coalition fait son entrée dans le bloc sous la bannière de l'AND de Barnabé Dassigli. C'est à l'occasion d'une grande messe politique tenue ce samedi à Glodjigbe. Lénaïk Agbazao pour d'autres détails. Glodjigbe se mobilise derrière le président Patrice Talon. La coalition des forces politiques à Fosogbe, creuset réunissant les mouvements politiques en vue dans cette localité, adhère au bloc progressiste sous la coupole de l'AND du ministre Barnabé Dassigli. La coalition des forces politiques que j'ai l'honneur de présider, après analyse de la situation, a souverainement décidé d'intégrer le bloc progressiste en création sous la bannière de l'AND du président Barnabé Dassigli. Ainsi, la jeunesse de la 6e circonscription électorale décide de prendre sa part de leur labeur pour l'édification d'un Bénin véritablement prospère sous la conduite éclairée de son Excellence le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Barnabé Dassigli, parrain de cette adhésion, appelle ses filleuls politiques à une fédération d'énergie pour accompagner le PAG. Au nom du bloc progressiste, je vous dis merci. Merci pour avoir accepté d'être de la famille, de la grande famille. Et je crois que l'heure ne pourra plus être au long discours. Le reste, c'est que nous soyons tous sur le terrain pour mobiliser les forces, mais en même temps, nous sommes là pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ensemble avec l'AND, la coalition des forces politiques à Fosogbe entend ratisser l'âge en faveur du bloc progressiste dans la 6e circonscription électorale.
Et toute autre chose à présent dans ce bulletin d'information. Pour des raisons de voyage ou de santé, certains Béninois qui n'avaient pas pu se faire enregistrer dans le fichier électoral, ils ont adressé des recours à la Cour constitutionnelle. La haute juridiction a autorisé ceux dont les requêtes sont recevables au cours de l'audience publique tenue ce lundi. On retrouve également Lénaïk Agbazao pour plus de précisions. Suite aux différents recours portant insertion dans le fichier électoral et subséquemment inscription sur la liste électorale, la haute juridiction décide. Article 1er. La Cour est compétente. Article 2. Sont irrecevables les recours de Mme Marguerite Akacha et de M. Jacques-Gérard Nyonhui. Article 3. Se prononce d'office à l'égard de Mme Marguerite Akacha et de M. Jacques-Gérard Nyonhui. Article 4. Ordonne l'inscription sur la liste électorale des requérants Mirabel Kunku, Romaric Boko, Parfait Segla Aguida, Orlus Sobossi, Wilfried Achode, Falilou Chanoussi, Ali Janatou, Saliou Arepa, Félicité Roumenou, Honde Unibo, Cyprien Agosuno, Poli Achawe, Épouse Messan et Théophile Biti au centre de vote de leur choix. Article 5. Ordonne le transfert de l'inscription de messieurs Fivena Oundé Koukoï Djossougan, Luc Sourou Assangbe et Anis Sovi Herman Michael Koussedo. La décision sera notifiée aux requérants, au régisseur de l'Agence nationale de traitement, au président du COSLEPI et publiée au journal officiel. L'examen national de master a démarré hier lundi 12 novembre 2018 à Cotonou. Le collège d'enseignement général Les Pilounes est le seul centre de composition retenu pour cet examen. Les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur, Ariane Da Silva, pour plus de détails. Collège d'enseignement général Les Pilounes. Il est 8h. 516 candidats issus de 6 filières composent ici même pour le compte de l'examen national de master. Nous avons au total 28 salles. Et 28 salles qui permettent de répartir les 6 filières, à savoir banque et finance, et marketing, assurance, ensuite gestion des ressources humaines, transport et logistique, et entrepreneuriat et gestion des projets. L'organisation des examens nationaux est un exercice important qui permettra au gouvernement de contrôler efficacement tout ce qui se fait dans le système éducatif béninois. Nous plaçons cet examen sous le sceau toujours de l'excellence. Excellence que nous voulons dans tous les secteurs de la vie socio-économique, notamment au niveau de l'éducation, parce que sans éducation de qualité, point de développement. Et nous attachons beaucoup de prix à la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur, parce que sur la chaîne des formateurs, l'enseignement supérieur est en première position. Si nous formons mal, ils vont bien mal former au secondaire, ils vont mal former au primaire. Donc nous avons un rôle très important pour le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré l'examen en licence et en master. En master, nous sommes à la première édition et nous confirmons que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement pour donner plus de qualité à l'enseignement et pour donner la meilleure place à nos enfants au niveau sous-régional, régional et dans le monde entier. Les compositions pour la première édition de l'examen national de master s'étalent sur 3 semaines. Elles prennent au total en compte 833 candidats issus de 39 filières de formation. Voyons maintenant le dernier sujet de ce bulletin d'information. Le Bénin accueille la 14e réunion des académies africaines des sciences, arts et lettres au Bénin. C'est un événement de haute portée couplé avec la rentrée solennelle des jeunes académiciens de l'année en cours. Sont présents à ce rendez-vous universitaires et chercheurs, membres du corps diplomatique, présidents d'institutions, membres du gouvernement et autres autorités à divers niveaux. On retrouve Christelle Tongudo et Brice Chibozo. Dans cette salle, des femmes et hommes du savoir. Ils veulent mettre les sciences et les arts au service du développement de l'Afrique. Ils explorent les pistes susceptibles d'améliorer le système éducatif en Afrique. Leur mot d'ordre, changer le monde par la science. Une bonne ou une mauvaise qualité de formation des ressources humaines à tous les niveaux d'un système éducatif conditionne un bon ou un mauvais développement du pays. Je voudrais donc
que vous profitiez de la présence des autres académies africaines pour chercher, à l'échelle de l'Afrique, quel système éducatif pour promouvoir un bon développement de l'Afrique. L'une des grandes ambitions du président de la République, Patrice Talon, pour son pays est de faire en sorte que, dans un avenir très proche, le Bénin devienne en Afrique le pays de l'économie du savoir et de l'innovation. C'est également l'occasion de discuter de comment les académies africaines de sciences peuvent poursuivre l'élan acquis au cours de leur rencontre pour devenir des sources fiables et pertinentes de réflexion et de conseils indépendants sur les politiques nationales de développement fondées sur la science, la technologie et les savoirs et savoir-faire endogènes. Le système éducatif en République du Bénin, c'est la thématique qui focalise les échanges. Il s'agit pour ces académiciens de poser le diagnostic du système éducatif au Bénin et de faire des recommandations en vue de l'amélioration du secteur de l'éducation, cheville ouvrière du développement. Au fin d'avoir une vision globale, cohérente, unifiée du système éducatif dans notre pays, l'Académie propose une définition claire et précise de la philosophie du système éducatif national pour les 5, 10, 15, 20 et 25 prochaines années. Le gouvernement du Bénin accorde une place de choix à l'éducation. C'est pourquoi le programme d'action du gouvernement dans son axe 5 prévoit de nombreuses réformes dont la mise en application contribuera certainement à changer le tableau actuel que présente le système éducatif de notre pays. La présence de Madame la ministre montre l'engagement du gouvernement du Bénin pour appuyer la science. Et ceci est très important pour notre continent, un continent tellement grand, un continent avec beaucoup de potentialités, mais un continent avec beaucoup de défis. Comme un signe des temps, cette rencontre des académies africaines se tient au moment où le Bénin met sur pied le plus important instrument de gestion de son système éducatif. Je veux parler de la nouvelle formule du Conseil national de l'éducation, dont les organes assureront désormais la cohérence de tous les ordres d'enseignement et la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Grâce au leadership du chef de l'État, ces assises de Cotonou vont impacter le développement du Bénin en particulier et celui de l'Afrique en général. Et ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention.
Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin, juste après le bulletin de l'information. Nous serons donc un peu plus complets sur l'actualité à travers la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Nous allons démarrer à Ouachéríf par le quotidien du service public. On démarre avec La Nation, budget général de l'État gestion 2019. Romuald Wadaï décrypte le projet, titre le journal. À retrouver également à la une de ce journal, célébration des 100 meilleures entreprises de l'UEMOA, les dynamiques du gouvernement, talents reconnus. On reste toujours avec le journal La Nation, 3e édition du RFI Challenge APP Afrique. Le Bénin accueille la remise des prix ce jour. On passe à un autre journal. Un autre journal, le matinal. Le matinal, niveau des recettes au titre du budget 2018, les prévisions comblent les attentes, analyse le journal. Et puis, 14e réunion des académies africaines, la NSAB accompagne le système éducatif béninois. Et puis, performance et innovation dans l'UEMOA, le matinal et 14 entreprises distinguées par Ecofinance. Le dernier journal à présent, Matin Libre, secteur de l'éducation au Bénin et dans l'UEMOA, les cours Sonon, la palme de l'entreprise la plus innovante, titre le journal. Et puis, Malanville, grave incident. À Boudjekali, comme l'a titré également le journal La Nation. Un dernier journal maintenant, projet de loi de finances 2019. Wadaï expose les innovations du budget. Voilà. Merci à vous, Awa Chérif, pour cette revue des titres. Vous passez une excellente journée. Merci à vous également. Merci, à demain. À demain. À demain, Awa Chérif, merci beaucoup. Vous passez une excellente journée. Nous restons en place pour la suite de 5 sur 7 matin. Bien sûr, on vous l'a annoncé aujourd'hui, nous faisons focus sur la gestion des ordures, ménagères. Et puis, on va essayer ensemble de décortiquer ce casse-tête, surtout avec le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, qui va venir d'ailleurs, et ça va être tout à l'heure avec nos autres collègues. Et puis, nous allons faire le débat ensemble. Mais avant tout cela, on vous l'annonçait, on va parler de numérique, accélérateur de développement durable. C'est un lien, bien sûr, avec RFI Challenge App, la 3e édition qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui. La finale est à Cotonou aujourd'hui. On en parle avec la chef des programmes de RFI, Claire Edon, qui est notre invitée que l'on installe tout de suite. Nous l'avions annoncé à l'entame de cette émission, c'est la 3e édition RFI Challenge App et la finale a lieu donc à Cotonou ce jour. Et à cet effet, nous avons le plaisir d'accueillir donc Claire Edon, elle est la chef programme de RFI et puis l'ancienne présentatrice de l'émission Priorité Santé. C'est un plaisir. Bonjour Claire Edon. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Merci Claire. beaucoup de m'accueillir dans votre studio. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors donc, vous êtes à Cotonou pour la 3e édition de Challenge App. C'est bien sûr cela. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers... L'idée, c'est que ça faisait un moment qu'on voyait qu'en Afrique, il y avait beaucoup de projets innovants dans le domaine d'Internet, des applications, et on s'est dit que c'était important pour nous, comme médias, de soutenir, d'aider, d'accompagner ce genre de projets, et des projets qui ont une utilité sociale, un intérêt général pour la société. Les deux premières éditions ont été la première sur la santé. J'étais à l'époque justement à la tête de Priorité Santé. Et le lauréat a été un Bougou, une application qui permet à des médecins en brousse de faire appel à des spécialistes dans les grandes villes quand ils sont dans des situations de domaines qu'ils ne connaissent pas forcément ou ils ont besoin d'un avis.
La deuxième édition a été sur l'éducation, et là, c'est une application qui s'appelle Lucie, qui a été primée, et dont l'idée, c'était de faciliter l'apprentissage, l'alphabétisation et apprendre à lire et à compter via une application. Et après, le troisième domaine qui nous paraissait très important, c'est le développement durable. Vous avez parlé aujourd'hui, avant que j'arrive, avant cette heure, de gestion des déchets. Vous allez en reparler là tout à l'heure. On voit bien que ces questions de développement durable sont absolument essentielles. Et donc là, on a voulu justement permettre à des jeunes, et c'est majoritairement des jeunes d'ailleurs, de concourir et de créer une application dans le domaine du développement durable. Alors plus précisément, parce que le développement durable, c'est hyper large, c'était tout ce qui était dans le domaine agricole et dans le domaine de l'accès à l'eau. Voilà. Et donc, il y a 3 finalistes qui sont 2 projets qui sont vraiment sur la gestion hydraulique d'un champ, comment être capable de surveiller la façon d'approvisionnement en eau. Et le troisième projet, lui aussi d'ailleurs dans le domaine de la surveillance d'un terrain, qui est lui plutôt par des drones, comment on surveille des exploitations agricoles. Et on voit, alors là les jeunes, c'est vraiment des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans. Hein, je veux dire, donc en fait la couche c'est plus les jeunes. Parce que dans le domaine du numérique, on le sait bien finalement, il y a énormément d'initiatives de jeunes. Enfin au Bénin, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, vous avez vraiment des incubateurs de très bon niveau, des jeunes qui ont des idées, qui ont souvent besoin d'être accompagnés, certes financièrement, hein, donc parce que le prix Challenge, RFI Challenge App Afrique donne un prix de 15 000 €, donc c'est quand même pas rien. Donc il y a un accompagnement financier, mais pas que. On a des partenaires, entre autres, comme Microsoft, il y a MTN Bénin aussi, la Société Générale, African Global Recycling, et Microsoft, par exemple, va accompagner le lauréat, mais aussi les 2 autres finalistes, pour les aider dans la mise en œuvre de l'application, dans l'amélioration de l'application. Et c'est ça que permet un prix comme celui-là, c'est certes de récompenser, de donner de l'argent, mais aussi d'accompagner. Et puis nous, RFI, on suit par exemple les 2 projets précédents pour savoir régulièrement où ils en sont, est-ce que ça avance. Donc on permet aussi la médiatisation d'un travail. Et quel est le thème de cette nouvelle édition? Alors la nouvelle édition, donc, c'est vraiment le développement durable. On s'est dit, il faut maintenant... Ça devient une urgence, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, l'érosion, toute la question de la protection de l'environnement est vitale dans tous les pays, dans le vôtre aussi, et on s'est dit que là-dessus, il y avait des jeunes qui avaient des idées. La question du monde agricole, de l'hydrologie, de la façon dont un champ peut être irrigué et irrigué. Par exemple, il y a un des 3 finalistes qui est du Burkina Faso, où il y a vraiment des problèmes d'accès à l'eau, et comment on peut gérer au mieux, donner l'eau qu'il faut, je dirais, mais pas trop, et surveiller. Et c'est vraiment ça le travail que... Enfin, dans Internet et dans ces applications, il y a le meilleur et il y a le pire. Et ben nous, on essaye de promouvoir le meilleur. alors justement, vous avez évoqué l'un des finalistes qui est burkinabé, et les 2 autres Alors, dans les 3 finalistes, il y a un burkinabé, un ivoirien et un camerounais. Mais je vous rassure, alors je ne peux pas vous donner le nom du finaliste. Je ne peux pas vous donner le nom du finaliste parce que ça va être annoncé à 9h30. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à l'Institut français où il y aura l'annonce du lauréat. L'enregistrement de l'émission, c'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras, et où les 3 finalistes auront la parole. Mais du coup, je peux quand même vous annoncer dès maintenant qu'il y a un prix spécial du jury, justement, qui revient à un Béninois, parce qu'on a trouvé qu'il y avait il s'appelle Johannes Goudjanou, il a créé une application qui s'appelle Premium Hortus et qui est une très très bonne idée. C'est comment rapprocher finalement le consommateur de l'agriculteur, du paysan. Comment? Parce que les gens qui vivent en ville aussi se posent les questions d'un meilleur approvisionnement en fruits, en légumes, en viande. Et bien, en rapprochant directement le producteur du consommateur sans intermédiaire, on fait baisser les prix pour le consommateur, mais aussi les revenus pour l'agriculteur. Donc cette application était une très bonne idée et on a voulu lui donner une mention spéciale, un prix spécial du jury. Donc voilà, vous avez ça quand même en avant-première. Est-ce que c'est à dessein que vous avez choisi Cotonou pour Oui, alors parfaitement. La première édition était à Dakar, la deuxième à Abidjan et la troisième à Cotonou. Et je vous le disais, vous avez vraiment des incubateurs et de nombreux jeunes, et pas que des jeunes, qui travaillent dans ce domaine d'Internet, d'innovation. Et ça nous paraissait important d'aller dans une ville qui justement promeut ce genre de questions. D'abord parce qu'en fait, les 3 finalistes, hier, ils ont fait justement un tour des innovations qu'il y a à Cotonou dans ce domaine. Ils ont eu de la formation et donc il faut aller dans un lieu qui est lui-même innovant.
D'où le choix de Cotonou. D'accord. Alors, donc, ça va être tout à l'heure. On va connaître le grand finaliste, celui qui va l'emporter. Voilà. Parmi les trois, on croise les doigts pour... Donc, 9h30 à l'Institut français. Tout à l'heure, hein. D'accord. Et puis, vous avez dit, il leur revient quoi comme bénéfice? Alors, excepté les 15 000 les 15 000 euros, mais le 15 000 euros, c'est important. Hein, mais aussi, c'est très important. Mais parce qu'on sait bien que ces jeunes ont du mal à obtenir des financements. Ouais. Mais aussi tout un accompagnement dans le projet, entre autres par Microsoft, mais pas que, pour les aider à améliorer, refinaliser le projet, les accompagner dans la durée, les accompagner aussi dans leur demande de financement. Voilà, c'est un vrai soutien sur le long terme. D'accord. Et donc, il y a un suivi après pour oui, nous on fait. Et je pense que ça aussi, c'est aussi notre rôle. C'est-à-dire, d'abord, parce que nous, on a eu très envie de savoir si on avait primé les bonnes personnes, entre guillemets. Donc, on a envie de faire un suivi et de savoir où ça va. Et vraiment, pour ce qui est et de la santé et de l'éducation, l'émission de 7 milliards de voisins suit celui sur l'éducation, Priorité Santé suit celui sur la santé. Et voilà, tous les 6 mois ou tous les ans, on redemande, vous en êtes où? On refait une émission avec eux, comment ça avance, est-ce que ça a progressé? Et on fera exactement la même chose avec le lauréat ici. Claire Hédon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis, bon séjour à Cotonou. Merci. Allez, à très bientôt. On va marquer une courte pause, celle-là qui va nous permettre d'installer donc nos confrères pour le forum de discussion. À tout de suite. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. C'est moi, mais là, on a Titengbero, et Bavirum Penagon, Beneto, Oton, Soro Tenumi, Wallo Dagbe, et Milunazan, bon Beneto, et nous co Gandier, Joa Momiton, et Yesufan, Bodoji Gandhi, like my fil la meno Dagbe, Ndoudou, Abinu, Sisof, Note Temeteme, et Do, au Hadele Gessido, Tobito, et Fie. Cotonou, la métropole, croule sous les ordures, a-t-on envie de dire. Aujourd'hui, plus de 800 tonnes de déchets sont produits dans cette ville qui, pourtant, est la vitrine de notre pays. Et à cet effet, le procureur de la République a pris une décision visant donc à sanctionner toutes ces personnes qui jettent donc les ordures un peu partout dans la ville de Cotonou. Une ville pourtant dirigée par une autorité communale. Que fait-elle réellement? La mairie de Cotonou a-t-elle mis à la disposition des Cotonnois les barques et les points de regroupement donc de ces déchets? Nous allons pouvoir faire le débat tout à l'heure avec nos confrères en plateau. Et puis à cet effet, nous vous adressons également une question. Dites-nous simplement pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes est si difficile. Pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes est si difficile? Question à laquelle vous pouvez donc répondre sur nos divers canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Twitter. Et puis, le numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et pour faire le débat en plateau, nous recevons le DST de la mairie de Cotonou, Lambert Aïtieou.
Merci de rester avec nous. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, Didier Hubert Madafimin. Bonjour. Bonjour Ricardo. Bonjour Sel. Bonjour Didier. Et puis en face, William Yemalin Tchoki. Merci de rester. Merci Ricardo. Bonjour Serge. Il faut rappeler que vous prenez la position désormais de débatteur. De débatteur, pas de journaliste. Pas de celui qui pose des voilà. questions. Bon, d'accord. Et puis, Alain Tossounon, cher ami. On change comme ça. Parce que le plateau a changé. Le plateau a changé. Alain Tossounon, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Alain, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Alors la première question, c'est déjà de savoir, monsieur le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des statistiques réelles et fiables par rapport au nombre d'abonnés, par rapport à tout ce que vous récupérez comme ordures? Et merci pour la question. Je crois qu'on a des statistiques, mais fiables, on est en train d'actualiser. Nous avons fait il y a 2 semaines une séance avec les structures de précollecte. Nous avons dit depuis les ménages jusqu'au niveau de l'arrondissement qu'on revoit les chiffres parce qu'on a l'impression que les chiffres sont en train de baisser au lieu d'accroître normalement. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est autour de 50%. 50% de quoi? Du taux d'abonnement des ménages, alors qu'on devrait être beaucoup plus. Voilà. Mais qu'est-ce qui justifie ce fait, cet état de choses? Qu'est-ce qui peut C'est ce que j'avais expliqué tantôt. Il y a des ménages qui se désabonnent, on ne sait pas pourquoi, et puis jettent les déchets aux endroits inappropriés. Et voilà, et c'est ça que le procureur a décidé de sanctionner. Avant même que le procureur il décide de sanctionner, est-ce que vous-même, vous êtes fier de ce visage que présente aujourd'hui la ville de Cotonou? En fait, c'est parce que on n'est pas totalement satisfait, pas satisfait de l'image que nous avons donc demandé. Les autorités communales ont demandé que les structures chargées d'appliquer la loi puissent venir à leur secours, les accompagner. Que vous rappelez, pour arraisonner les gens, on envoie la police municipale. La police municipale qui n'a qu'à la limite des matraques. Sinon, la police municipale n'est pas armée. Alors que parfois, vous avez les ménages se recrutent, il y a des ménages qui recrutent des drogués, des délinquants, moyennant 25 francs, 50 francs, pour aller jeter les déchets. Ouais. Donc, quand la police est là la police municipale est là pour arrêter, elle ne peut pas. Donc, d'où le secours de la police républicaine. On va revenir, si vous le permettez, on va revenir à ça. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi il y a autant d'ordures à Cotonou? Autant d'ordures, c'est proportionnel à la population. Qu'est-ce que la mairie de Cotonou fait justement par rapport à ces personnes-là qui, vous l'aviez dit vous-même, déposent des ordures aux endroits inappropriés? La mairie a sensibilisé et quand la mairie interpelle les gens, à la limite, ils sont gardés une fois, quelques heures à la police municipale et puis ils ressortent. Donc, la mairie est limitée quant à sanctionner les gens qui font ces choses. Didier, je vais vous reposer la question. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'ordures à Cotonou? C'est parce que l'approche n'est pas bonne. Vous savez, c'est un héritage que les colons nous ont légué, cette gestion que nous faisons des déchets aujourd'hui. Et on a continué, à part la parenthèse du projet de gestion des déchets ménagers, on a continué par gérer les déchets comme vous le voyez. Ça ne peut pas continuer parce que la population augmente de jour en jour et il va falloir s'asseoir dans la chaîne de responsabilité. Il va falloir s'asseoir pour savoir comment on fait désormais. Sinon, on verra toujours les déchets au bord des voies. Je prends par exemple le cas de Zongo. Moi, j'ai demandé, on m'a dit, quand vous allez à Zongo, pour les entreprises qui collectent, le ménage paye tant, je prends 1500. Or, quand vous allez à Zongo, c'est pas c'est de grandes maisons où il y a beaucoup de gens. Et quand les entreprises arrivent, au lieu de faire un tour, ramasser, faire un tour, l'entreprise est obligée de faire 3 ou 4 tours.
ce n'est pas rentable. L'entreprise laisse. Donc voilà la difficulté dans laquelle Cotonou est actuellement. C'est parce que en fait, on n'a pas, on ne s'est pas assis pour savoir comment on gère les déchets aujourd'hui et comment on va les gérer demain, qui fait que le problème se pose. Si la mairie avait fait ça, elle aurait trouvé des solutions. Et puis, comme je le dis très souvent, moi je produis mes déchets et puis je demande à l'État de venir les gérer. Si je demande à Serge, quelle est la quantité de déchets que ton ménage produit chaque jour? Tu peux le dire? J'aurais du mal à l'évaluer. Alors, si tu ne le dis pas, la mairie n'aura pas la possibilité de budgétiser. Ouais. Parce que la mairie doit savoir quelle est la quantité de déchets que chaque ménage produit chaque jour, de façon à avoir un tableau général et de façon à pouvoir prévoir et à budgétiser la gestion. Si ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. C'est voué à la puis, si vous voulez, moi, l'intrusion du procureur dans... On va revenir tout à l'heure à cela. C'est un autre aspect de la répression qu'il convient de prendre en compte aujourd'hui de toutes les façons. Alors, Alain, qu'est-ce qui ne va pas à Cotonou? Il n'y a pas que Cotonou. Hein. Ouais. Vous savez, ce défi-là, toutes les capitales africaines le partagent. Le classement 2015 du magazine Forbes a dit que sur les 25 villes les plus sales au monde, 16 sont en Afrique. Oui. Ça veut dire que, effectivement, Cotonou, comme les autres capitales, aujourd'hui, donc, sont confrontés à ce défi donc, de gestion des déchets solides ménagers. Alors, je crois qu'ils l'ont dit, la croissance démographique fait que de plus en plus, donc comme la population augmente, voilà, il y a plus de déchets. Il y a aussi le fait que les gens, le niveau de vie s'améliore de façon sensible. Cela fait que les gens produisent plus de déchets. Alors, je crois que c'est une chaîne. Quand on parle de la gestion des déchets solides ménagers, c'est une chaîne, mais on se rend compte qu'à chaque niveau, il y a des problèmes. Quel est le maillon faible, justement, dans cette chaîne? Je pense que d'abord, il y a une défaillance au niveau de la précollecte. En ce qui concerne, il y a une défaillance au niveau de la précollecte. À part ça, au niveau du traitement, le traitement des déchets solides ménagers n'est pas ce qui devrait être. Et ensuite, au niveau même du transport et autres. Il y a des ONG de précollecte qui, aujourd'hui, viennent ramasser les déchets dans les ménages et qui vont les déverser dans les cours d'eau, dans les berges et tout ça. Donc, je crois que même là, la surveillance, lorsque l'ONG vient ramasser et tout, mais où est-ce que... Donc, je crois que c'est en ça que moi, je déplore, par exemple, dans certaines villes, vous avez la police environnementale qui est très active. Je crois que le DST a dit tout à l'heure que la police municipale que nous avons, qui n'a pas les moyens et tout, on a une police environnementale, mais aujourd'hui, combien sont-ils pour véritablement travailler effectivement à rappeler à l'ordre tous ceux-là qui, par exemple, vont déverser... parce qu'au niveau de l'élimination aussi, ça cause problème. Aujourd'hui, je crois que c'est à peine 40% de déchets qui sont donc collectés par rapport à ce qui est produit. Ça veut dire que le reste des déchets, il y a une autre destination. Une autre destination. Et nous la connaissons. Ça finit dans nos berges, ça finit dans les cours d'eau. Il y en a qui brûlent les déchets et tout ça. Donc je crois qu'il faut carrément, je crois que le doyen vient de le dire, on a mis en place avec le projet de gestion de déchets, le PGDSM, la filière a été créée. Mais après, je crois qu'après le projet, on n'a pas su vraiment capitaliser tout ce qui a été fait. Et à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, au niveau de tous les maillons de la chaîne, effectivement, il y a... Le vrai problème aussi, c'est la question du financement. En réalité, les redevances, les taxes devraient permettre de financer les programmes de gestion de déchets solides. Mais quand on dit qu'à peine 50% de ménages sont abonnés, ça veut dire qu'en termes de mobilisation des ressources, il y a problème. L'article 93 de la loi 97-029 portant organisation des communes dit que, effectivement, ce sont les communes qui ont la responsabilité, effectivement, de gérer cette compétence-là. Mais il se trouve que les communes n'ont pas, effectivement, les moyens qu'il faut. Il faut des équipements.
Et je crois que la commune à elle seule ne peut pas faire face, donc se doter des équipements modernes pour, par exemple, faire le traitement et autres, et même faire le tri. Ailleurs, vous avez de grands équipements avec un système d'optique qui permet de distinguer ce qui est plastique, ce qui n'est pas plastique, de récupérer un certain nombre de déchets. Et ça permet, en fait, ça facilite après. Lorsqu'on fait le tri à un moment donné, ça permet donc de valoriser même les déchets. C'est aujourd'hui la valorisation des déchets. Combien on arrive à valoriser? Je crois qu'il y a véritablement un problème et les responsabilités sont partagées. L'État central a transféré la compétence, mais il se trouve qu'aujourd'hui, la commune, quand on prend le budget, je crois, j'ai lu une thèse sur la question, on dit qu'il faut environ, en 2004, il fallait donc 3 milliards, 3 milliards donc, pour gérer les déchets. Mais la commune, la ville de Cotonou, arrivait, je crois que c'est 1 milliard, environ 1 milliard. Et ça représente 11% du budget de la ville. Vous voyez combien c'est important en termes de financement. Ouais. Et je crois que la ville à elle seule ne peut pas faire face donc, à ce défi environnemental. Je suis persuadé que le DST doit être d'accord avec vous. Je pense. Ouais. Je suis d'accord. Vous avez du soutien. Je suis d'accord. William. Non, mais je crois que vous avez déjà exposé. Les collègues ont déjà tout dit. Oui, il y a que à suivre beaucoup plus les explications du directeur des services techniques, c'est que les populations en sont pour beaucoup dans ce qui s'observe aujourd'hui ou ce qui s'observe depuis quelques années. Je suis d'accord avec vous. Il y a quand même certain civisme qui a pris de l'ampleur dans notre pays où les gens, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de s'abonner. Je me dis que ça coûte à nous, population, de nous abonner à ces structures, même si on dit que ce maillon est aussi en difficulté, mais nous, à notre niveau d'abord, jouons notre partition. Abonnons-nous à ces structures de précollecte et on est sûr que nous, on a joué notre partition. Et après, maintenant, on peut demander des comptes aux autres qui n'auraient pas accompli leur mission. L'autre chose, c'est du fait que la police municipale n'a pas un pouvoir répressif. Non, William, avant de venir à la police municipale, quand vous parlez des ONG de précollecte, quand les populations s'abonnent à ces ONG et que ces ONG ne viennent justement pas ramasser les ordures, là, il y a quand même un problème. Ricardo, je ne défends pas ces structures de précollecte, mais quand je prends l'exemple de Cotonou, je peux même prendre mon quartier chez moi à Porto-Novo, quand vous prenez 10 ménages, à peine 3 sont abonnés. Et les 7 autres, où est-ce qu'ils mettent ces déchets-là? C'est là encore la question, justement. Au départ, les gens, peut-être ils disent, OK, on va le faire. Peut-être dans des maisons, on s'abonne tous, on dit on va cotiser. Il y en a qui ne cotisent pas et tout le monde est découragé et puis on finit par ne plus le faire. Donc, quelque part, c'est nous qui sommes fautifs, nous qui sommes dans nos maisons. Non, je ne veux pas jeter le tort sur les structures de précollecte. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Didier n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec... On laisse Didier, puis vous allez prendre la parole. Moi, je ne suis pas d'accord avec William. En fait, j'ai toujours dit, c'est l'approche qui n'est pas bonne. Il y a 2 semaines, moi, j'étais à la maison, on a sonné, je suis sorti, j'ai vu un jeune et puis une jeune fille avec calepin. Monsieur, c'est nous qui, désormais, notre entreprise qui, désormais, va s'occuper de la collecte des déchets. Si vous voulez, c'est tel montant, c'est tel montant et tel montant. L'approche même n'est pas bonne. Parce que, moi, j'imagine, quand on attribue une zone à une ONG, la première chose à faire, c'est de s'appuyer sur peut-être le chef de quartier et de réunir la population de cette localité-là pour se présenter, leur dire voilà ce que nous allons faire et puis voir avec les gens même le prix à payer. Parce que si vous arrivez, vous dites vous allez payer tant, alors que peut-être les gens ont fait déjà 6 mois, ils n'ont pas de société de précollecte qui arrive, ils ont l'habitude de gérer leurs déchets. Il y a des maisons, moi j'ai compris les gens et j'ai posé mes conditions. Mais dans d'autres maisons, les gens vont dire, mais on va les chasser. Nous avons l'habitude de gérer nos déchets. Quel est leur problème? Ils les gèrent comment justement? Ah ouais, mais ce n'est pas... En fait, en la matière, que dit la loi? Est-ce qu'on est obligé de s'abonner ou bien c'est facultatif? Monsieur le DST. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'abonnement est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. D'accord. C'est obligatoire et c'est sur la base de ces tests-là que le procureur est sorti la dernière fois. C'est obligatoire. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Principe de pollueur-payeur. Tu produis les déchets, tu dois payer pour que les déchets soient évacués. D'accord. Alors, Didier. Vous savez, en plus, le monsieur paye.
le ménage accepte de payer. L'ONG doit passer peut-être 2 fois. Et ne vient pas. Dans la semaine. 2 fois dans la semaine, c'est souvent ce qu'il faut. Or, sociologiquement, on dit jamais. Donc, tous les matins, les gens ont envie de sortir leurs déchets. On laisse le déchet, ce sont les cochons qui cassent après. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Si vous ne venez pas à un moment donné, dès que l'abonnement s'arrête, le ménage refuse de reprendre. Et ensuite, quand les gens viennent chercher, moi je les vois, les entreprises n'ont pas cette capacité-là. On n'a pas d'entreprises qui ont cette capacité-là de gérer les déchets. Ouais. Tu vois, les jeunes là arrivent avec les poussettes, avec les charrettes et autres. William, non, je ne vous laisse pas finir parce que je suis d'accord avec ce que Didier, mais je dis ceci. Tout à l'heure, le DSA dit que l'abonnement est obligatoire. Alors, combien sont-ils ces ménages qui s'abonnent? Faisons le point d'abord justement par rapport à ça. Mais si les gens ne s'abonnent pas, comment vous voulez que les gens viennent ramasser des déchets? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. C'est là le problème. Abonnons-nous d'abord et puis maintenant, après, on peut connaître les autres. Mais si on ne s'abonne pas, on veut connaître les autres. Si déjà le ménage connaît quelques échecs par rapport à ça, qu'est-ce que le ménage fait? Le ménage Commençons d'abord par mettre en forme un certain nombre de choses. Bon, je suis sûr que quand les gens ont écrit, ça doit faire des années qu'ils ont écrit que l'abonnement doit être obligatoire. Vous ne pouvez pas dire il y a 10 ans l'abonnement doit être obligatoire et continuer par vous comporter comme ça. Ouais. Il faut voir quels sont les problèmes qui ont fait que les gens ne s'abonnent pas. Quels sont les problèmes qui font que il y a des gens qui font leurs déchets et qui jettent ça dans il faut tout analyser. Ouais. Si on dit bon l'abonnement est obligatoire, les gens doivent le faire. Ça ne suffit pas. Allez, vous permettez. Merci. Non, moi, je voulais dire avec William, il faut commencer par le commencement. L'abonnement est obligatoire. Abonnez-vous et les problèmes qui en découlent, on va les gérer. Non. Non, justement. Non, parce que. Non, je vous en prie. Parce que si c'est les structures de pré-collecte qui doivent ramasser les déchets, qui sont défaillantes, elles ont des tutelles, elles ont des gens vers qui il faut se plaindre. Ouais. Oui, ainsi de suite. Mais c'est la mairie. La mairie. Non, si moi je suis à Koukouadi c'est la mairie. Et que l'entreprise ne vient pas chercher les déchets, je viendrai me plaindre à la mairie. Non, vous plaignez. Non, vous plaignez à la mairie. Il y a l'arrondissement. D'accord. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Parce que les agréments sont donnés par la mairie. Donc si la structure ne joue pas son rôle, vous plaignez à la mairie. Non, soyons pratiques. Allons-y, on écoute Alain d'abord. Moi, je pense qu'il y a une véritable crise de confiance. Il y a une véritable crise de confiance entre l'autorité locale qui doit gérer, qui a la responsabilité de gérer donc, ce secteur-là et les ménages. Parce qu'on a connu par le passé, avec le projet de le PGDSM, je crois que le taux des ménages qui sont abonnés a augmenté d'année en année. Je me rappelle très bien. Ouais. Les chiffres étaient clairs. Et parce que derrière, on sensibilisait les ménages. Il faut sensibiliser les ménages. Et je crois que la mairie, pour être beaucoup plus efficace, doit faire une étude sociologique pour comprendre le comportement des ménages par rapport donc, à la gestion des déchets solides ménagers. Parce que dans certains milieux, le déchet, effectivement, ne doit pas dormir à la maison. Il faut le trouver, il faut l'évacuer. Dans tous les milieux. Donc, je crois qu'il y a un travail préalable à faire avant de faire débarquer donc l'ONG de pré-collecte dans les ménages. Et je suis d'accord qu'elle ne peut pas venir donc envahir les ménages pour dire c'est nous qui sommes chargés. Je crois qu'il faut un travail de concertation et expliquer. Et en amont, s'assurer de la capacité des ménages à payer. Comment on fixe le montant de la redevance? Et ce montant aussi doit être fixé en fonction de la production de chaque ménage, c'est-à-dire des déchets qui sortent de chaque ménage. Aujourd'hui, on a le sentiment, c'est vrai, il y a un zonage qui avait été fait. Je vais prendre tout à l'heure Alain Homo. Mais on n'a pas actualisé. On n'a pas actualisé. Ouais. Parce qu'on se rend bien compte, ces structures de pré-collecte, quand vous avez la chance de les écouter, surtout sur le cas Zongo, c'est que, mais si dans le contrat que la structure de pré-collecte a avec la ville de Cotonou, peut-être ce qu'elle doit ramasser en termes de quantité et autres, elle se retrouve en 2 semaines, ce qu'elle doit ramasser comme quantité, 3 fois supérieure. Voilà. Mais cette structure de pré-collecte ne peut pas être efficace
à un moment donné, elle va abandonner. Et quand elle va abandonner, les ménages ne seront pas satisfaits et vont commencer maintenant à ne plus honorer leurs engagements par rapport au paiement des redevances. Donc je crois que à la base, il y a un travail qui doit être fait pour effectivement instaurer cette confiance afin que les ménages... Moi, la répression, on n'a pas véritablement... Je crois que ça doit être le dernier maillon. Mais aujourd'hui, je suis... Nous sommes tous dans des ménages et nous savons... On va revenir à cette décision. On va revenir. On va sensibiliser. Mais lorsque... On va pas sensibiliser éternellement. William, laisse-moi finir. Oui, allez-y. Lorsque la structure de précollecte ne respecte pas ses engagements de venir 2 fois dans la semaine, elle le fait 1 fois, elle le fait 2 fois, elle le fait 3 fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Finalement, le ménage, il fait quoi? Et le ménage va continuer à payer la redevance pour le mois. Je vais dire à Alain qu'on ne va pas sensibiliser éternellement. À un moment donné, il faut sévir, il faut sanctionner. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut payer selon la quantité de déchets produits par les ménages. Tout à l'heure, dans le cas de Zongo, tu l'as rappelé, je prends une maison Zongo où on dit que la maison doit payer 1500. Et que cette maison produit peut-être pour 1500, il faut prendre 10 kg. Et que cette maison produit peut-être 50 kg. Est-ce qu'il faut prendre le même montant pour cette maison? Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais il faut communiquer, il faut expliquer à ce ménage-là qu'effectivement, parce que vous produisez plus de déchets, vous devez payer plus. La taille des ménages dans Zongo, dans les maisons de Zongo, ce n'est pas la taille du ménage quand vous allez au quartier Jacques ou bien quand vous allez dans la zone des ambassades et tout. Maintenant, il y a une chose que je vais ajouter. Oui, Didier, avant qu'on revienne. Je me dis, j'ai toujours parlé de territorialiser ces questions-là. Si l'ONG de précollecte arrive avec peut-être le chef de village, le chef de quartier, ça donne une caution. Parce que c'est des unités assez restreintes qui sont capables que les gens sont capables de gérer. Et il y a quelques années, le chef quartier, il connaît tout ce qui habite son quartier. Mais aujourd'hui, il ne connaît plus. Non, il doit connaître. Aujourd'hui, il ne connaît plus justement. Non, il doit connaître. Il connaît plus. C'est vrai, la taille de la population. Non, Didier, il ne connaît plus. Mais c'est une unité. Il ne veut pas faire son travail. Parce que s'il veut faire son travail, il doit savoir dans son unité-là, chaque quartier, chaque ménage. Et savoir les ménages. Il doit connaître les noms des propriétaires autres là. Pourquoi ne pas faire une réunion pour rencontrer tous les propriétaires et leur dire voilà, présenter d'abord l'entreprise, expliquer un peu et voir avec les propriétaires comment on peut faire pour que tout le monde s'abonne. Et ensuite réunir la population pour expliquer. Le problème c'est quoi? Moi je dis aujourd'hui on ne peut plus gérer les déchets comme on le fait. Il faut une approche écosystémique, c'est-à-dire expliquer aux gens, bon, si vous ne gérez pas bien vos déchets, vous serez malade. Si vous ne gérez pas bien, à partir de là déjà. Madame, mais ça là, tout le monde le sait déjà. Quand j'ai mal déchets, on est malade. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin de le dire. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors monsieur le DSC, vous avez écouté les tas de problèmes qui peuvent exister, surtout déjà avec les ONG de précollecte. J'ai bien envie de savoir comment est-ce que finalement vous les sélectionnez. C'est sur quelle base? Merci beaucoup. Je crois que dans l'historique, vous avez rappelé beaucoup de choses. C'est parti du projet de gestion des déchets solides ménagers. Il y a un zonage qui est fait. Le Cotonou est divisé en un certain nombre de secteurs. On a fait appel à des ONG qui ont rempli des conditions. Et ça a évolué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les ONG qui étaient en place au moment de la mise en œuvre du projet de gestion. Le projet de gestion urbain, non, PGMU, projet de gestion environnementale en milieu urbain, c'est ce projet qui a suggéré que ces ONG se transforment en PME. Et PME regroupées au sein des arrondissements. Mais quand nous avons regroupé, on a fait un contrat, une convention avec eux. Dans ces conventions, il y a beaucoup il y a des droits et des devoirs. Et il y a le contrôle qu'il faut faire. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Remplir ces conditions. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour ce qui concerne Cotonou, nous avons fait signer ces conventions-là par le CA. Mais on a entrepris de présenter cette structure-là aussi, non seulement aux autres acteurs, mais on va jusqu'au Sécu pour que
ces sécu-là puissent connaître les structures qui interviennent, oui, les chefs quartiers. Et donc, ce qu'il dit n'est pas totalement à banaliser, mais on réfléchit dans ce sens pour que jusqu'à la base, les structures décentralisées qui sont à la base puissent être associées à la gestion. Mais qu'est-ce que vous faites des structures de précollecte qui ne remplissent pas le cahier de charge? Quand quelqu'un ne remplit pas les conditions, les sanctions sont prévues jusqu'à l'exclusion. Et actuellement, nous avons écrit au CA qui vont faire des conseils d'arrondissement pour évaluer ces structures-là. Et nous avons donné un délai pour qu'ils nous disent telle structure de précollecte qui intervient chez vous, est-ce qu'il a rempli convenablement ce truc-là? Et vous allez justifier. Dans le cas de renouvellement des conventions que nous avons avec ces gens. Donc, si quelqu'un ne remplit pas, ça va jusqu'à l'exclusion de cette structure-là. D'accord. Aujourd'hui, c'est clair que c'est vous qui êtes allé solliciter le soutien de la justice ou bien